Mon mari a donné un double des clés à ses parents sans me le dire, alors j'ai changé les serrures et j'ai attendu. Je m'appelle Cassandra Adams, mais tout le monde m'appelle Cassie. J'ai 28 ans et, jusqu'à récemment, je pensais qu'emménager dans notre nouvelle maison à Boston avec mon mari Andrew Wilson serait le début de notre vie parfaite ensemble. Puis ses parents ont exigé une clé de secours, insistant pour que je les prévienne chaque fois que je voulais entrer. Sans même en parler avec moi, Andrew la leur a donnée. Une semaine plus tard, j'ai trouvé Margaret et Richard entrant chez nous sans prévenir. Je suis restée figée, sans rien dire, pendant qu'ils envahissaient notre espace. Avant de vous raconter la suite, dites-moi d'où vous regardez et abonnez-vous si vous avez déjà eu affaire à des beaux-parents envahissants. J'ai grandi fille unique, élevée par ma mère célibataire, Diane. Ma mère travaillait à 2 emplois pour nous soutenir, m'inculquant dès mon plus jeune âge une forte indépendance. Ne dépends jamais de quelqu'un d'autre pour ton bonheur ou ta sécurité, me disait-elle. À 25 ans, j'avais pris ce conseil à cœur, gravissant les échelons de stagiaire à spécialiste senior en marketing digital dans l'une des meilleures agences de Boston. J'ai rencontré Andrew lors d'une conférence à Chicago il y a 3 ans. Il faisait une présentation sur les tendances émergentes des réseaux sociaux, et j'ai immédiatement été attirée par sa confiance et ses connaissances. Plus tard, à la réception de réseautage, nous avons entamé une conversation qui a duré jusqu'à ce que le personnel commence à empiler les chaises autour de nous. Andrew semblait différent des hommes que j'avais connus, attentif, réfléchi et apparemment aussi indépendant que moi. Il dirigeait sa propre entreprise de conseil avec succès et racontait comment il l'avait bâtie depuis zéro. Notre relation a évolué rapidement. Après 6 mois de relation, nous vivions pratiquement ensemble, partageant notre temps entre nos 2 appartements. 1 an et demi plus tard, Andrew a fait sa demande lors d'un week-end au Cape Cod. J'ai dit oui sans hésiter. La recherche de maison a commencé presque immédiatement. Nous voulions un endroit qui soit vraiment le nôtre, pas à lui ni à moi, mais quelque chose que nous aurions choisi ensemble. Après 3 mois de recherche, nous l'avons trouvé, une belle maison artisanale dans un quartier calme, avec assez de caractère pour se sentir unique, mais pas trop de travaux pour ne pas être débordés. Emménager ensemble officiellement était excitant. Nous passions nos week-ends à peindre les murs, à organiser les meubles et à nous chamailler gentiment sur l'emplacement des objets. Je ne m'étais jamais sentie aussi connectée à quelqu'un, aussi certaine d'avoir fait le bon choix. Mais les signes avant-coureurs concernant les parents d'Andrew sont apparus presque tout de suite, même si j'étais trop aveuglée par l'amour pour les reconnaître. D'abord, les appels quotidiens. Andrew parlait à sa mère tous les jours, parfois plusieurs fois. Au début, j'ai trouvé cela attendrissant. Il était proche de sa famille, ce qui me semblait être une bonne chose. Mais les conversations finissaient souvent par Andrew changeant nos plans pour s'adapter à ses parents. Puis vinrent les remarques sur notre décoration. Margaret passait ses doigts sur nos meubles et disait des choses comme c'est original ou je suppose que ce style plaît aux jeunes de nos jours. Quand j'ai accroché des tableaux dans le salon, elle a suggéré des œuvres plus traditionnelles, disant qu'elles vieilliraient mieux. Richard franchissait la ligne à sa manière. Il venait avec une boîte à outils, sans y être invité, pour réparer des choses qui n'étaient pas cassées. Il a remplacé les poignées d'armoire parfaitement fonctionnelles car les nôtres avaient l'air bon marché et a refait le câblage de l'ouvre-porte du garage bien qu'il fonctionnait très bien, parce qu'il connaissait une meilleure façon de l'installer. Le signal d'alarme le plus clair fut le dîner du dimanche. Chaque dimanche, sans exception, nous étions attendus dans leur maison en banlieue pour un dîner formel. Il était impensable de manquer un seul de ces repas. Une fois, alors que j'avais une échéance pour une présentation majeure, Margaret a agi comme si je l'avais insultée personnellement en suggérant de rater une semaine. La famille passe avant tout, Cassandra, m'a-t-elle dit, en insistant sur mon prénom complet d'une manière qui m'a fait sentir comme une enfant grondée. Tes petits projets sur ordinateur peuvent attendre. Andrew n'a rien dit pour me défendre. En fait, il a suggéré plus tard que je pourrais essayer de finir mon travail plus tôt pour m'adapter aux traditions de sa famille. J'ai essayé de gérer cette dynamique familiale avec diplomatie. Après tout, je n'ai pas grandi entourée de ma famille élargie. Peut-être que c'était normal ? Peut-être que j'étais celle avec des problèmes de limite ? Je me suis dit que c'était juste une période d'adaptation et qu'avec le temps, les choses se stabiliseraient. Mais Andrew choisissait systématiquement ses parents plutôt que moi. Quand nous avons dû choisir entre assister au mariage de mon ami d'université ou aller au barbecue de quartier organisé par les parents d'Andrew, il ne comprenait pas pourquoi le mariage devait passer en priorité. Quand j'ai voulu passer le matin de Noël juste tous les 2 avant de rejoindre sa famille plus tard, il a réagi comme si j'avais proposé d'annuler complètement les fêtes. Ce sont mes parents, Cassie, disait-il chaque fois que j'exprimais des inquiétudes. Ils veulent juste faire partie de notre vie.
C'est si terrible que ça? Présenté ainsi, cela me faisait sentir mesquine et égoïste pour vouloir poser des limites. Alors j'ai mis de côté mon malaise grandissant et je me suis dit que le mariage, c'était faire des compromis. Je ne savais pas encore que le dîner du dimanche où ils ont exigé une clé de notre maison serait le début d'une bataille pour le contrôle que je n'avais pas vu venir. Cela s'est passé lors d'un de nos dîners dominicaux obligatoires dans la maison coloniale impeccablement entretenue de Margaret et Richard, à Lexington. Margaret avait préparé son repas habituel et élaboré, rôti de bœuf, légumes rôtis, petit pain maison et un gâteau au chocolat qu'Andrew vantait avec enthousiasme, bien qu'il sache que j'en avais fait un tout aussi délicieux le week-end précédent. Nous étions à mi-repas quand Margaret a parlé de son amie Barbara, dont le mari était tombé dans la douche sans pouvoir atteindre le téléphone. Pauvre Barbara n'a pas pu entrer chez elle pendant des heures parce qu'elle n'avait pas sa clé ce jour-là, dit Margaret en s'essuyant les lèvres avec sa serviette. Quand le serrurier est arrivé, Gérald était allongé là depuis 3 heures. J'ai fait des commentaires de circonstance, pensant qu'il ne s'agissait que d'une simple conversation. C'est pour cela, poursuivit Margaret en posant sa fourchette avec détermination, que ton père et moi avons pensé qu'il serait bien d'avoir une clé de votre nouvelle maison. La déclaration est restée suspendue un instant avant que je comprenne ce qu'elle suggérait. Pour les urgences, ajouta Richard, comme si cela clarifiait tout. La famille doit toujours avoir accès les uns aux autres. J'ai bu une gorgée d'eau avec précaution. C'est une chose à considérer, ai-je dit diplomatiquement. Nous avons des voisins des 2 côtés qui pourraient garder une clé de secours. Les Henderson sont retraités et sont à la maison presque tous les jours. Le sourire de Margaret s'est crispé. Les voisins ne sont pas la famille, Cassandra. Et si quelque chose arrivait et que nous ne pouvions pas vous joindre? Nous avons tous les 2 des téléphones portables, ai-je répondu doucement. Et il y a toujours l'option d'une boîte à clés avec un code pour les vraies urgences. Une boîte à clés? S'est moquée Margaret. Comme une location de vacances? Non, non. J'ai besoin de pouvoir venir vérifier quand je veux. La manière dont elle a formulé cela m'a glacée. Vérifier? Comme si nous étions des adolescents ayant besoin de surveillance? Je pense que ce que maman veut dire, intervint Andrew, c'est qu'ils veulent savoir qu'ils peuvent nous joindre en cas de besoin. Le trajet de retour fut tendu. Une fois seule dans la voiture, j'ai essayé d'expliquer mes inquiétudes. Andrew, je comprends l'accès en cas d'urgence, mais la façon dont ta mère l'a dit, venir vérifier à tout moment, ça ressemble à des visites régulières sans prévenir. Tu te fais des idées, répondit Andrew en gardant les yeux sur la route. Ce sont juste des parents attentionnés. Je ne suis pas à l'aise à l'idée que quelqu'un ait un accès illimité à notre maison. J'ai insisté. Et un compromis? Ils peuvent avoir une clé, mais doivent appeler avant de venir. Andrew a poussé un long soupir. Tu fais comme s'ils étaient des intrus. Ce sont mes parents, Cassie. Le lendemain matin, j'ai retrouvé mon amie Stéphanie pour un café avant le travail et je lui ai parlé de cette histoire de clé. C'est bizarre, a-t-elle dit immédiatement. Mes parents ne s'attendraient jamais à avoir une clé de chez moi, encore moins à l'exiger. Donc je ne réagis pas de façon excessive? Ai-je demandé, soulagée d'être comprise. Absolument pas. Ta maison est ton sanctuaire. Personne ne devrait y entrer sans ta permission explicite, qu'il s'agisse de famille ou non. Mais pendant que je gagnais un peu de perspective avec Stéphanie, Margaret envoyait déjà des textos à Andrew. Tu as fait faire notre clé? Papa et moi voulons déposer des plantes pour la véranda cette semaine. Puis un autre. J'ai trouvé les rideaux parfaits pour les fenêtres de ton salon. Bien mieux que ces trucs transparents que Cassie a choisis. Je peux les accrocher quand on viendra. Quand j'ai vu ces messages sur le téléphone d'Andrew ce soir-là, ma détermination s'est renforcée. J'ai dit à Andrew que je ne me sentais pas à l'aise avec ses parents ayant un accès illimité à notre maison, et que nous devions nous présenter comme une équipe unie. Tu fais toute une histoire pour rien, a-t-il insisté. Ils ne vont pas fouiller dans nos affaires. Ce n'est pas ça, ai-je essayé d'expliquer. Il s'agit d'avoir de l'autonomie dans notre propre espace. De savoir que notre maison est un endroit privé. Pendant quelques jours, je pensais avoir fait des progrès. Andrew semblait écouter et il avait promis de parler à ses parents des limites. J'aurais dû me douter que c'était trop beau pour être vrai. Une semaine plus tard, en cherchant des timbres dans le tiroir du bureau d'Andrew, je suis tombée sur un reçu de la quincaillerie. 2 clés avaient été faites 3 jours auparavant. Mon cœur s'est serré en réalisant ce qui s'était passé. Ce soir-là, j'ai confronté Andrew, le reçu à la main. Tu as fait des clés pour tes parents sans m'en parler? Andrew a eu la décence d'avoir l'air gêné, mais seulement un instant.
Je savais que tu étais encore bloqué sur ce sujet, et maman continue d'insister. J'ai pensé que comme ça, tout le monde serait content. Sauf moi, ai-je dit. Je n'obtiens pas ce que je veux, à savoir un respect élémentaire pour mes sentiments à propos de notre maison. Ce n'est pas grave, Cassie, a-t-il dit avec légèreté. C'est juste une clé. Mais ce n'était pas juste une clé. C'était le symbole de toutes les limites franchies depuis que j'étais entrée dans cette famille. Et ça allait empirer. Découvrir le reçu dans le portefeuille d'Andrew, c'était comme trouver la preuve d'une infidélité, une trahison secrète qui m'a fait douter de tout dans notre relation. Je suis restée debout dans la cuisine, le reçu serré dans ma main, mêlant douleur et indignation pendant qu'Andrew tentait de minimiser ses actes. C'est ma famille, Cassie, répétait-il pour ce qui semblait être la 100e fois. Tu exagères toute cette situation. Exagérer ? Ma voix s'est élevée malgré moi. Tu as agi dans mon dos alors qu'on avait clairement parlé de ça. Comment est-ce que ça peut ne pas être grave ? Parce que tu fais comme si j'avais donné les clés à des inconnus, a dit Andrew en attrapant sa tasse de café et en se dirigeant vers l'évier. Ce sont mes parents. Ceux qui m'ont élevé. Qui feraient tout pour nous. Ce n'est pas la question, ai-je insisté. La question, c'est que tu as pris une décision à propos de notre maison sans me consulter. On est censé être partenaires. Après presque une heure de conversation en boucle, j'ai compris qu'on n'avançait pas. J'ai finalement proposé un compromis. Écoute, ce qui est fait, mais on peut au moins établir quelques règles de base. Ils doivent t'appeler avant de venir. Pas de visite surprise. Andrew a hoché la tête, visiblement soulagé que je ne parle plus de récupérer les clés. Bien sûr. Juste en cas d'urgence. Je leur expliquerai. Je voulais le croire. Vraiment. Mais son accord trop rapide m'a laissé mal à l'aise. Mon anxiété s'est manifestée dans des petites choses. Je revérifiais si j'avais bien rangé mes affaires personnelles avant de partir travailler. Je faisais attention à ne pas laisser de vaisselle dans l'évier ou de vêtements par terre. Pas parce que j'étais naturellement ordonnée, mais parce que j'entendais presque la voix critique de Margaret commenter mon ménage. Puis j'ai commencé à remarquer des choses. De petits changements dans la maison que je ne pouvais pas expliquer. Un vase déplacé de la salle à manger au salon. Des serviettes pliées différemment. L'étagère à épicerie organisée par ordre alphabétique alors que je l'avais faite par fréquence d'utilisation. Quand j'en parlais à Andrew, il balayait mes remarques. Tu as sûrement oublié comment tu as laissé ça. Tu bosses comme une folle sur ta nouvelle campagne. Mais je savais que je n'imaginais pas. Un jour, j'ai laissé délibérément un magazine ouvert à la page 37 sur la table basse, et quand je suis rentrée, il était fermé et empilé. Une autre fois, j'ai laissé un bloc-notes sur le comptoir avec le message « Quelqu'un est passé aujourd'hui ?» À mon retour, le bloc était rangé dans le tiroir, là où Margaret pensait qu'il devait être, sans réponse. J'ai commencé à me confier à ma sœur Allison pendant nos appels hebdomadaires. « Cass, ça ne semble pas sain », m'a-t-elle dit après avoir écouté mes soupçons. Le manque de limite d'Andrew avec ses parents est inquiétant. Et le fait qu'il te fasse douter de toi, c'est encore pire. Le mot gaslighting me paraissait fort, et j'hésitais, même si j'y avais pensé. Tu sais comment on appelle quand quelqu'un entre chez toi sans autorisation ? M'a répondu Allison. Une effraction. Le fait qu'ils aient une clé ne rend pas ça acceptable si tu n'as pas consenti. Après notre appel, j'ai commencé à documenter les événements de manière plus systématique. Je prenais des photos des pièces avant de partir travailler et je les comparais en rentrant. Je plaçais de petits marqueurs presque invisibles, un fil tendu sur un tiroir, un morceau de ruban sous un vase. Des choses qui auraient été dérangées si quelqu'un avait déplacé des objets. Mes soupçons furent confirmés à maintes reprises. Mes beaux-parents entraient régulièrement chez nous pendant que nous étions au travail. Mais chaque fois que j'apportais des preuves à Andrew, il trouvait un moyen de minimiser ou de justifier mes inquiétudes. Peut-être que le service de ménage a déplacé des choses, avait-il suggéré une fois, même si nous savions tous les deux qu'il ne venait que le lundi, et cela s'était produit un mercredi. Tu deviens obsédé par ça, m'avait-il dit un autre jour. Ce n'est pas sain, Cassie. La distance entre nous grandissait à chaque inquiétude rejetée, chaque émotion invalidée. Je restais de plus en plus tard au travail, me portant volontaire pour des projets afin d'éviter de rentrer dans une maison qui ne me semblait plus être un refuge. Quand Andrew me demandait pourquoi je travaillais autant, je n'osais pas lui avouer que je me sentais plus en sécurité à mon bureau que dans notre chambre. Le pire, c'était de commencer à douter de moi-même. Ai-je toujours été aussi possessive ? Est-ce moi qui exagérais ? Était-ce un comportement familial normal que je ne comprenais pas par manque d'expérience ?
J'essayais d'imaginer ma mère entrant chez moi sans prévenir, déplaçant mes affaires, critiquant mes choix. L'idée était tellement absurde que j'éclatais de rire. Maman avait toujours été très respectueuse de mon autonomie, même quand je vivais encore sous son toit adolescente. Cette prise de conscience raffermit ma décision. Le problème n'était pas que j'étais trop sensible. Le comportement des Wilson n'était pas normal, et le refus d'Andrew de prendre mes sentiments au sérieux était inacceptable. Mais avant que je puisse décider comment réagir, la situation dégénéra d'une manière impossible à ignorer. C'était un mardi après-midi. Vers midi, j'avais développé une migraine atroce, probablement à cause du stress. Ma patronne Jenna, voyant mon teint livide, insista pour que je rentre chez moi. « Tu ressembles à un zombie, Adams », m'avait-elle dit avec sa franchise habituelle. « Ce que tu fais peut attendre demain. » Je n'ai pas discuté. L'idée de m'allonger dans une pièce sombre et silencieuse était trop tentante. J'ai envoyé un message à Andrew pour l'informer que je rentrais plus tôt, sans attendre de réponse. En arrivant dans notre allée à 13h30, j'ai tout de suite remarqué la Lexus bleu marine de Margaret garée dans la rue. Mon estomac se serra. Après des semaines de soupçons, j'étais sur le point de les prendre sur le fait. J'ai envisagé un instant de partir, d'éviter l'affrontement. Mais c'était chez moi, l'endroit où je devrais me sentir le plus en sécurité. J'ai pris une profonde inspiration, saisi mon sac et suis entré. Le son me frappa d'abord, Fox News à plein volume dans le salon, un niveau sonore qu'Andrew et moi n'utilisions jamais. Puis, l'odeur, le parfum de Margaret mêlé à un produit de nettoyage que nous n'achetions pas. Je suis entré doucement et j'ai vu Richard affalé sur notre canapé, chaussures aux pieds, sûrement sales, sur les coussins que j'avais fait nettoyer récemment, regardant un débat politique à la télé. Il ne m'a même pas remarqué au début, tellement il était absorbé. Dans la cuisine, j'entendis des placards s'ouvrir et se fermer. Je trouvai Margaret, portant des gants de ménage, en train de sortir toute la vaisselle. La moitié des ustensiles étaient déjà étalés sur le plan de travail. « Que fais-tu » demandai-je, ma voix étonnamment calme malgré le choc et la colère. Margaret sursauta légèrement, puis se reprit. « Oh, tu es rentrée tôt » dit-elle comme si cela justifiait tout. « Ton système de rangement n'a aucun sens, ma chérie » dit-elle en désignant le chaos. « Personne ne met les verres de tous les jours sur l'étagère du haut, et les casseroles devraient être près de la cuisinière, pas sous l'îlot. » Richard finit par me remarquer et cria du salon, « Ton rangement de cuisine était absurde, Cassie. Margaret le corrige pour toi. » Je restai figé, incapable de croire à tant d'audace. Margaret continuait de bavarder en réorganisant. « Franchement, tu as besoin de tous ces gadgets ? Cet outil pour les avocats, ce séparateur d'œufs, inutile. Et cette machine à espresso prend trop de place, une simple cafetière suffirait. » J'ai regardé, figé de stupeur, pendant qu'elle critiquait mes appareils de cuisine, des objets pour la plupart offerts par des amis pour notre mariage ou achetés par moi-même après des mois d'économie. Des objets qui me donnaient de la joie en cuisinant. « J'ai aussi apporté quelques coussins plus appropriés pour ton canapé », ajouta Margaret, en désignant un sac au coin de la pièce. « Les bleus que tu avais jurés avec le tapis. Et ils ne sont pas du tout assez fermes. » Je me rendis au salon et vis que, en effet, mes coussins en velours bleu, soigneusement choisis, avaient été remplacés par ceux de Margaret, beige et bordeaux, des couleurs que j'évitais justement parce qu'elles me rappelaient les salles d'attente. « J'ai aussi réparé le lavabo de ta salle de bain », annonça fièrement Richard. La pression était trop forte. Le même lavabo qui fonctionnait parfaitement hier. Les mains tremblantes, j'ai sorti mon téléphone et envoyé un message à Andrew. « Tes parents sont ici, en train de réorganiser toute notre maison. Tu étais au courant ? » La réponse arriva rapidement. Ils ont mentionné qu'ils pourraient passer déposer quelques trucs. Ils essaient juste d'aider. Ce mépris tranquille fut la goutte de trop. Ces gens effaçaient méthodiquement ma présence dans ma propre maison, et mon mari ne voyait rien de mal. « Margaret, dis-je, étonnamment calme, je sais que tu veux aider, mais je ne me sens pas bien. C'est pour ça que je suis rentrée tôt. »« Oh, on ne te dérangera pas, » répondit-elle gaiement. « Je termine ce placard et ensuite je m'attaque au garde-manger. Ces épices doivent être rangées par ordre alphabétique. Richard pense repeindre la chambre d'amis ce week-end, poursuivit-elle, ignorant totalement mon message. Ce vert que tu as choisi est trop sombre. On a trouvé un joli beige beaucoup plus lumineux. On partira quand on aura fini, cria Richard du salon. Fais comme si on n'était pas là. Pendant 3 heures, je restais enfermée dans ma chambre, à écouter le bruit de leur réorganisation de ma vie. Ma tête martelait, entre la migraine et la rage impuissante de voir mon espace m'échapper.
J'ai renvoyé un message à Andrew, qui répondit simplement qu'il rentrerait vers 6 heures, et qu'on en parlerait alors. Margaret frappa une fois à ma porte, m'offrant une tasse de thé que je n'avais pas demandée, et m'annonça qu'elle avait aussi rangé mon dressing, car mon organisation n'était pas efficace. Je la remerciai froidement et refermai la porte, incapable de regarder cette femme qui ne respectait ni mon intimité, ni mon autonomie. Quand ils partirent enfin, vers 16h30, Margaret annonça à travers la porte. « On s'en va, ma chérie. Richard reviendra demain pour finir le projet de la salle de bain. Il y a une casserole dans le frigo pour ce soir. Tes recettes sont très caloriques. J'ai pensé que tu apprécierais quelque chose de plus sain. » Une fois la porte d'entrée refermée, je sortis de la chambre pour évaluer les dégâts. Ma cuisine avait été complètement réorganisée selon les goûts de Margaret. Les meubles du salon avaient été déplacés. Les nouveaux coussins trônaient sur le canapé. Dans la salle de bain, Richard avait non seulement modifié le lavabo, mais aussi installé un pommeau de douche différent, faible et irrégulier. Margaret avait bien organisé mon dressing, séparant mes vêtements en catégories de ce qu'elle jugeait approprié ou non. Ma robe rouge préférée, celle qu'Andrew aimait tant, avait été reléguée au fond. Le vieux pull informe que Margaret m'avait offert à Noël, lui, était en évidence. Quand j'ai craqué, ce fut comme un barrage qui cède. Je me suis assise au sol de mon dressing, entourée de ce que Margaret voulait que je sois, et j'ai pleuré jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Ce n'était plus une question de clé ou de limite. C'était une question d'identité. Allais-je en avoir une encore, si ça continuait ? Quand Andrew est rentré, j'étais vidée de mes larmes, assise sur le lit, fixant le vide. « La maison est superbe », furent ses premiers mots. Maman m'a dit qu'ils avaient un peu rangé. Je l'ai regardé, cet homme que j'avais épousé, censé être mon partenaire, et j'ai réalisé, avec une clarté absolue, que je ne le reconnaissais plus. La cuisine et le dressing n'étaient que le début. Dans les semaines suivantes, Margaret et Richard prirent l'habitude d'entrer chez nous au moins 3 fois par semaine, toujours pendant nos heures de travail. Espagnol. Sauf que, de plus en plus, je n'étais pas au travail. J'avais commencé à rentrer à la maison à des heures imprévues, en partie dans l'espoir de les surprendre à nouveau sur le fait, en partie avec la crainte de les y retrouver. Parfois, ils étaient là. Parfois non. Mais les traces de leur passage étaient toujours visibles. Un mercredi, je suis rentrée pendant la pause déjeuner et j'ai trouvé Margaret en train de fouiller dans mes tiroirs de commode. Elle a à peine levé les yeux quand je suis entrée dans la chambre. « Ton organisation avait besoin d'aide », m'a-t-elle expliqué en tenant à la main mes sous-vêtements pliés. « Personne ne met les chaussettes dans le premier tiroir, Cassandra. Il est bien plus logique de les mettre en bas, avec les pyjamas. » Je suis restée là, en silence, regardant cette femme manipuler mes affaires les plus intimes sans la moindre gêne. Quand j'ai enfin trouvé la force de lui demander d'arrêter, elle m'a regardée, sincèrement surprise. « Je ne fais qu'aider, ma chérie. Quand Andrew était enfant, je rangeais toujours sa chambre pour lui. Il appréciait. » Un autre jour, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Richard sur une échelle dans notre salon, en train d'installer un nouveau luminaire pour remplacer la suspension moderne que j'avais soigneusement choisie chez un artisan local. « Ton truc design n'éclairait pas assez », m'a-t-il lancé du haut de l'échelle. « Ce lustre traditionnel illuminera toute la pièce. » Margaret l'avait trouvé en solde chez Home Depot. Le nouveau luminaire, un énorme assemblage en laiton doré et en cristal, qui jurait complètement avec notre décoration contemporaine, trônait comme un vaisseau spatial au centre du plafond. Quand j'ai fait remarquer à Richard que j'avais choisi l'ancien luminaire pour son esthétique, il a balayé mon commentaire d'un revers de main. La fonction prime sur la forme, Cassie. Vous, les jeunes, vous êtes trop obsédés par l'apparence des choses au lieu de vous concentrer sur leur utilité. Et les changements ne se limitaient plus à des réorganisations ou à des réparations. Margaret avait commencé à amener des objets de chez eux, des meubles anciens, des gadgets de cuisine, des décorations et les installait chez nous sans me consulter. Cette petite table est dans la famille Wilson depuis des générations, m'a-t-elle annoncé un jour, pendant que Richard faisait entrer une lourde table en acajou sculpté, totalement hors de propos dans notre salon épuré. Là, elle est à vous maintenant. J'ai mis cette chose d'Ikea que tu avais là dans le garage. Cette chose Ikea était une console minimaliste pour laquelle j'avais économisé 3 mois après ma première promotion. J'ai aussi commencé à découvrir qu'ils utilisaient nos affaires. Un après-midi, j'ai remarqué que notre vaisselle de mariage, que nous avions décidé d'utiliser uniquement lors d'occasions spéciales, avait servi pour le déjeuner. L'une des assiettes était ébréchée et remise dans le placard comme si je ne le remarquerais pas. Quand j'ai confronté Andrew ce soir-là au sujet de ces intrusions de plus en plus graves, il a immédiatement défendu ses parents,
avec condescendance. Ils veulent bien faire, Cassie. Maman essaie de rendre notre maison plus chaleureuse, et papa aime se sentir utile. Pourquoi est-ce que ça t'énerve autant? Parce que c'est notre maison, Andrew. Pas la leur. Ils font des changements sans nous consulter et agissent comme s'ils étaient chez eux. C'est la famille, a-t-il répété, son excuse habituelle pour chaque limite franchie par ses parents. C'est ce que fait une famille. On s'entraide. Non, Andrew. Ce n'est pas ce que fait une famille saine. Une famille saine respecte les limites. La dispute s'est envenimée jusqu'à ce qu'Andrew quitte la chambre en colère, déclarant qu'il dormirait sur le canapé parce que je manquais de respect à sa famille. Il y est resté 3 nuits. Pendant ce temps, Margaret l'appelait plusieurs fois par jour pour savoir si on avait réglé les choses. Je le savais parce que j'entendais ces conversations, qui se terminaient toujours par « Je sais, maman ». Elle ne comprend tout simplement pas l'importance de la famille. J'ai commencé à éviter la maison autant que possible. Je me portais volontaire pour des réunions avec des clients en soirée, je faisais régulièrement des heures supplémentaires et j'inventais des engagements après le travail pour minimiser le temps passé dans ce qui ressemblait de plus en plus à une annexe de la maison de Margaret et Richard. Je refusais les invitations sociales parce que je n'avais plus l'énergie de faire semblant que tout allait bien et je ne supportais pas l'idée de devoir expliquer ce qui se passait vraiment. Le stress a commencé à se manifester physiquement. J'ai développé de l'insomnie, je grinçais des dents si fort la nuit que j'en ai fissuré une molaire. Je souffrais de maux de tête fréquents, mon estomac était constamment noué, et j'ai perdu près de 5 kilos sans rien faire. Ma peau, d'habitude nette, s'est couverte d'acné liée au stress, et mes cheveux tombaient en masse sous la douche. Au travail, ma collègue Debra a remarqué les changements. « Cassie, est-ce que tout va bien ?» Elle me posa la question un jour après une réunion. « Et tu ne sembles pas toi-même ces derniers temps. » J'ai éludé son inquiétude avec des excuses vagues sur la fatigue, mais Debra n'était pas du genre à abandonner facilement. « Tu sais que tu peux me parler si quelque chose ne va pas, n'est-ce pas? Quoi que ce soit, cela te pèse visiblement. » J'ai failli m'effondrer là, dans la salle de réunion. La simple gentillesse de quelqu'un remarquant ma détresse faillit me briser, mais je me suis contenue, la remerciant et promettant que je gérais les choses. La vérité, c'est que je ne gérais rien. Je survivais, espérant que la situation se résolve d'elle-même, ou qu'Andrew finisse par ouvrir les yeux. Mais aucune de ces options ne semblait probable. Puis vint le moment qui me fit dépasser le point de rupture. Je suis rentrée chez moi plus tôt un jour, non pas pour les piéger cette fois, mais parce que j'avais réellement terminé un projet en avance. Et j'ai trouvé Margaret assise à mon bureau, dans notre bureau à domicile, en train de lire mon journal intime. Mon journal, que je tenais depuis la fac, était l'endroit où je traitais mes pensées et émotions les plus personnelles. Il était rangé dans un tiroir, sous des dossiers et fournitures, non pas parce que je soupçonnais quelqu'un d'espionner, mais parce qu'il était privé. Et là, Margaret lisait mes pensées les plus intimes comme si c'était un magazine dans une salle d'attente. Quand elle m'a vu figée dans l'encadrement de la porte, elle n'a même pas eu la décence d'avoir l'air gênée. « Tu as des pensées très intéressantes sur le père d'Andrew et moi », dit-elle en tapotant une page où j'avais exprimé ma frustration face à leurs intrusions. « Mais je pense que tu as très mal interprété nos intentions. » À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Pose mon journal. Ma voix était basse, ferme, et même moi, je ne la reconnaissais pas. Margaret leva les yeux, surprise par mon ton. « Cassandra, ce n'est pas la peine de... » Pose. Mon journal. Tout de suite. Je suis entrée dans la pièce et étendu la main. Pendant un moment, Margaret sembla hésitante face à cette nouvelle version de moi, celle qui ne s'excusait plus, ne cédait plus, ne reculait plus. Lentement, elle referma le journal et me le tendit. « J'étais juste curieuse de voir ce que tu écrivais là-dedans, » dit-elle avec le ton blessé qu'elle utilisait souvent avec Andrew. « Les familles ne devraient pas avoir de secrets. »« Nous ne sommes pas une famille, Margaret, » répondis-je en serrant mon journal contre ma poitrine. « Vous êtes les parents de mon mari. Et bien que j'ai essayé d'établir une relation respectueuse avec vous, vous avez constamment violé ma vie privée et mes limites. » Les yeux de Margaret s'écarquillèrent. « Je n'en reviens pas. Je vous demande de quitter ma maison immédiatement, continuai-je, surprise par mon calme. Et je veux que vous me rendiez la clé que vous n'auriez jamais dû avoir. » Certainement pas, s'indigna Margaret en se levant. Andrew nous a donné cette clé, et cette maison lui appartient aussi. Alors j'appellerai la police et je signalerai une intrusion, dis-je en sortant mon téléphone. Parce que je ne vous ai pas autorisé à être ici, encore moins à lire mon journal intime. Le visage de Margaret devint cramoisi.
Tu n'oserais pas. Je composai le numéro, sans détourner les yeux. Très bien. Elle fouilla dans son sac et jeta une clé sur le bureau. Mais Andrew entendra parler de ça. Il ne tolérera pas que tu traites sa mère ainsi. Je compte sur cette conversation, répondis-je en l'accompagnant jusqu'à la porte d'entrée. Dès que la voiture de Margaret s'éloigna, je m'effondrai au sol, l'adrénaline quittant mon corps. Je m'étais enfin opposé à elle, mais je savais que ce n'était que le début d'un conflit bien plus vaste. Ce soir-là, j'appelai la docteure Grace Thompson, une thérapeute dont ma collègue Debra m'avait discrètement glissé la carte la semaine précédente, accompagnée d'un simple mot. Elle m'a aidé pendant mon divorce. La docteure Thompson accepta de me recevoir en urgence dès le lendemain matin. Pendant 7 heures, je me suis déversée. La clé, la trahison d'Andrew, les invasions croissantes, ma confrontation avec Margaret. Ce que vous décrivez est une violation grave des limites personnelles, déclara la docteure Thompson après m'avoir écouté attentivement. Et l'incapacité de votre mari à faire passer vos besoins en priorité dans votre propre maison est très préoccupante. Est-ce que j'exagère, demandai-je, doutant encore de moi malgré tout. Après tout, ce sont ses parents. Cassie, le mariage est un partenariat qui doit primer sur les autres liens familiaux, expliqua-t-elle doucement. Bien sûr, maintenir des liens avec la famille élargie est important, mais ces relations ne devraient jamais compromettre les fondements de votre mariage. Nous avons passé le reste de la séance à élaborer un plan d'action, qui commençait par récupérer ma maison comme un espace sûr. La docteure Thompson m'a aidé à rédiger des déclarations de limites claires et fermes, et à me préparer aux conversations difficiles à venir. Le lendemain, j'ai pris un jour de congé sans en informer Andrew. À la place, je suis allée chez un serrurier qui a remplacé les serrures et m'a remis 2 clés, une pour moi, une pour Andrew. Ensuite, j'ai acheté une caméra de sécurité simple pour la porte d'entrée, que j'ai installée moi-même grâce à un tutoriel YouTube. Puis j'ai attendu. À exactement 11h23, Margaret et Richard sont arrivés à notre porte. Je les ai regardés sur mon téléphone essayer leur clé, l'incompréhension clairement visible sur leur visage quand elle n'a pas fonctionné. Après plusieurs tentatives, Margaret a appuyé plusieurs fois sur la sonnette, tandis que Richard secouait la poignée comme si la serrure allait soudain les reconnaître. J'ai ouvert la porte, mais je suis restée plantée dans l'embrasure, bloquant l'entrée. « Pourquoi notre clé ne marche pas ?» exigea Margaret en guise de bonjour. « Parce que j'ai changé les serrures », répondis-je calmement. « Comme je vous l'ai dit hier, vous n'êtes plus autorisé à entrer dans ma maison sans une invitation explicite. » Richard s'est avancé. « Et écoutez-moi bien, jeune fille. »« Non, c'est vous qui allez m'écouter », l'ai-je interrompu. Ma voix était ferme. « Pendant des mois, vous êtes entré chez moi sans permission, vous avez critiqué mes choix, réorganisé mes affaires et traité cette maison comme une extension de la vôtre. Cela s'arrête aujourd'hui. » « C'est aussi la maison d'Andrew », protesta Margaret, le visage rougissant. « Oui, c'est vrai. Et lorsqu'Andrew vous invitera, vous serez les bienvenus après avoir téléphoné. Mais aucun de vous n'aura de clé, et plus jamais vous n'entrerez ici en notre absence. »« On va appeler Andrew tout de suite », menaça Richard en sortant son téléphone. « Faites donc, dis-je. Je lui ai déjà envoyé un message à propos des serrures. » Comme s'il avait entendu, mon téléphone a aussitôt vibré, appels et messages, d'abord d'Andrew, puis de Margaret, pendant que je refermais la porte sur leur visage stupéfait. J'ai mis le téléphone en mode silencieux et passé le reste de la journée en solitude paisible, véritablement seule dans ma maison pour la première fois depuis des mois. Le soir venu, mon téléphone affichait 17 appels manqués et 32 messages. Les messages d'Andrew devenaient de plus en plus furieux. « Pourquoi as-tu changé les serrures ? Mes parents sont bouleversés. Rappelle-moi tout de suite. Tu es allé trop loin, Cassie. Je rentre maintenant. On doit parler. » Quand Andrew est arrivé, son visage était un mélange de colère et de confusion. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Cassie ? Tu as changé les serrures sans m'en parler. »« Oui, » répondis-je simplement. « Comme toi, tu leur as donné des clés sans m'en parler. C'est différent. Ce sont mes parents, et cette maison est aussi la mienne. Notre maison, corrigeai-je. Et une maison où je ne me sens ni en sécurité ni respectée depuis des mois, parce que tes parents y entrent librement quand bon leur semble. Ils n'envahissent pas. Ta mère a lu mon journal intime hier, Andrew. Mon journal personnel. » Cela le fit hésiter un instant, mais il se reprit vite. Elle a dû juste le voir ouvert. Il était dans mon tiroir, sous des dossiers, ai-je coupé. Et quand je l'ai surprise, elle n'a même pas présenté d'excuses.
Elle a critiqué ce que j'avais écrit. Andrew passa les mains dans ses cheveux, frustré. Je comprends que tu sois énervé, mais changer les serrures, c'est extrême. Tu aurais dû m'en parler. Comme tu m'as parlé avant de leur donner les clés, ai-je répliqué. Ça fait des mois que je t'en parle, Andrew. Tu n'as pas écouté un mot de ce que j'ai dit. La dispute a duré des heures, tournant en rond sans issue. Finalement, Andrew a annoncé qu'il allait rester chez ses parents un moment, jusqu'à ce que je retrouve la raison. Pendant qu'il faisait son sac, son téléphone ne cessait de vibrer avec des messages de Margaret. Avant de partir, il m'a lancé un ultimatum. Soit je présente mes excuses à ses parents et leur rends une clé, soit notre mariage est en danger. Je l'ai regardé partir, ressentant un mélange étrange de désespoir et de soulagement. L'homme que j'avais épousé choisissait ses parents plutôt que notre relation. Mais pour la première fois en des mois, je dormirais dans ma maison sans crainte d'être envahi. Durant les 2 semaines suivantes, les Wilson se sont mobilisés. Des membres de la famille élargie que je n'avais vus qu'une fois, à notre mariage, ont commencé à m'appeler et à m'envoyer des messages, disant à quel point Margaret et Richard étaient bouleversés par ma cruauté. Les cousins d'Andrew, ses tantes, même sa grand-mère, s'en sont mêlés, tous suggérant que je ne comprenais pas ce que signifiait être en famille. Pendant tout ce temps, je suis restée ferme. J'ai continué à voir la Dr Thompson 2 fois par semaine, suis retournée au travail avec un nouvel élan, et j'ai lentement commencé à reprendre possession de mon espace, remettant les meubles à leur place, remplaçant les coussins beiges de Margaret par mes coussins bleus, réorganisant la cuisine à ma manière. J'étais prête à ce qu'Andrew reste chez ses parents indéfiniment pendant que je réfléchissais à mes prochaines étapes. Mais le 16e jour de notre séparation, il m'a envoyé un message pour me proposer un café dans un lieu neutre. Étonnamment, son message ne mentionnait pas ses parents. Le café qu'Andrew avait suggéré se trouvait à mi-chemin entre notre maison et celle de ses parents, un territoire neutre dans ce qui était devenu une zone de guerre émotionnelle. Je suis arrivée en avance, j'ai pris une table dans un coin et commandé un latte pour occuper mes mains pendant l'attente. Quand Andrew est entré, j'ai été frappée par son apparence, il avait l'air épuisé. L'homme confiant et soigné que j'avais épousé semblait éreinté et froissé, avec des cernes profonds sous les yeux et les épaules affaissées. « Merci d'être venu, dit-il en s'asseyant, évitant mon regard. Et bien sûr, répondis-je, sans trop savoir quoi dire. Un silence gênant s'installa jusqu'à ce que son café arrive. J'ai beaucoup réfléchi, commença-t-il en entourant sa tasse de ses mains. Et j'ai réalisé certaines choses pas faciles à admettre. Je restai silencieuse, lui laissant l'espace pour continuer. J'ai parlé à Case, mon colocataire de fac, la semaine dernière, dit-il. Je lui racontais ce qui se passait, pensant qu'il prendrait mon parti. Mais au lieu de ça, il m'a demandé si je me souvenais pourquoi il avait quitté notre appart en dernière année. Andrew prit une gorgée. J'avais oublié, mais pas lui. Apparemment, mes parents débarquaient souvent à l'improviste, réorganisaient tout, critiquaient ses affaires, jetaient même ses restes de nourriture. Case est parti parce qu'il n'en pouvait plus. Ça me rappelle quelque chose, dis-je doucement. Andrew hocha la tête. Après avoir parlé à Case, j'ai commencé à repenser à mes autres relations. Mon ex, Tara, se plaignait aussi de mes parents. Même mon associé, Jackson, a dit que ma mère appelle trop souvent le bureau. Il me regarda dans les yeux pour la première fois. Je crois que j'ai facilité le comportement de mes parents toute ma vie d'adulte. Et je t'ai fait du gaslighting, parce que reconnaître le problème aurait signifié admettre que je les ai laissés dépasser les bornes pendant des années. Son aveu ne réparait pas tout, mais c'était un début. Après près de 2 heures de conversation, la plus honnête que nous avions eue depuis des mois, Andrew me demanda si j'accepterais une thérapie de couple. Je veux arranger les choses, Cassie. Je veux qu'on redevienne partenaires. Mais je comprendrai si c'est trop tard. Ce n'était pas trop tard, du moins pas encore. Mais j'avais des conditions. Si on fait ça, il faut établir des limites claires avec tes parents. Pas de clé. Pas de visite sans prévenir. Et toutes les décisions sur la maison se prennent ensemble. Andrew accepta, et la semaine suivante, nous avons eu notre première séance avec la Dr Thompson. Les premières rencontres furent gênantes et douloureuses, révélant des schémas bien plus profonds que l'histoire de la clé. Andrew avait été conditionné toute sa vie à mettre les besoins de ses parents avant tout, sans jamais apprendre à poser des limites saines. Tes parents ont instauré une dynamique où leurs désirs et préférences passent toujours en premier, expliqua la Dr Thompson à Andrew. Cela pouvait fonctionner quand tu étais enfant chez eux, mais c'est destructeur pour ton mariage.
Au fil des séances, en thérapie de couple et en individuel, Andrew commença à comprendre comment ses parents l'avaient manipulé par la culpabilité, l'obligation et la menace tacite de leur retirer leur affection s'ils ne cédaient pas à leur volonté. Il commença à voir combien il avait été injuste d'attendre de moi que je m'intègre simplement à ce système toxique. Après un mois de thérapie intensive, Andrew revint à la maison. Ensemble, nous avons rédigé une lettre à Margaret et Richard, expliquant nos nouvelles règles. Puis nous les avons invités à une rencontre dans le cabinet de la Dr Thompson, avec médiation. Dire que cette rencontre s'est mal passée serait un euphémisme. Margaret a pleuré, Richard a crié, et tous deux m'ont accusé de « laver le cerveau » de leur fils. Ils ont refusé d'admettre la moindre faute, répétant qu'ils avaient seulement voulu nous aider. Nous avons toujours eu une clé de la maison d'Andrew, affirma Margaret en larmes. C'est simplement ce que font les parents. Non, maman, ce n'est pas le cas, répondit Andrew fermement. C'est ce que toi tu fais. Et ça s'arrête maintenant. Lorsque nous avons clairement énoncé que nos limites étaient non négociables, pas de clé, pas de visite sans prévenir, pas de réorganisation de notre maison, pas de critique sur nos choix, Margaret et Richard ont quitté la séance en trombe, déclarant qu'ils ne reconnaissaient plus leur fils. Pendant 2 semaines, ils ont refusé de nous parler. Andrew a eu du mal avec ce silence, lui qui n'avait jamais connu la désapprobation prolongée de ses parents. Mais il est resté ferme, continuant sa thérapie et travaillant à reconstruire une relation plus saine avec moi. Lorsque Margaret a finalement appelé, ce fut avec une invitation à dîner le dimanche pour rediscuter. Nous avons accepté, mais à nos conditions, dans un restaurant, pas chez eux, et nous partirions s'ils ne respectaient pas nos limites. Ce dîner fut tendu, mais courtois. Margaret et Richard n'avaient clairement pas accepté la nouvelle réalité, mais ils étaient prêts à faire semblant pour préserver leur lien avec Andrew. C'était un petit pas, mais un progrès tout de même. Au fil des mois, nous avons instauré une nouvelle normalité. Les parents d'Andrew pouvaient venir à la maison uniquement sur invitation et avec préavis. Ils étaient les bienvenus pour dîner 2 fois par mois, mais plus chaque dimanche. Et quand ils oubliaient et retombaient dans leurs anciens comportements, proposant des conseils non sollicités sur la décoration ou critiquant nos décisions, Andrew les recadrait doucement mais fermement. Bien sûr, ils ont mis les limites à l'épreuve. Comme le jour où Richard s'est présenté à l'improviste avec une nouvelle pomme de douche, ou quand Margaret a envoyé un réparateur chez nous pour réparer une porte de garage qui fonctionnait parfaitement. À chaque fois, Andrew et moi faisions front commun, rappelant calmement nos attentes. Le premier Noël selon notre nouveau mode de fonctionnement fut un test pour tous. Thanksgiving chez les Wilson avait toujours été sous la coupe de Margaret, avec des traditions fixes, intouchables. Mais cette année-là, Andrew proposa qu'on reçoive chez nous. On n'a plus à faire tout selon leurs règles, me rappela-t-il lorsque je m'inquiétais de la réaction de Margaret. On peut créer nos propres traditions. Margaret, comme prévu, résista au changement. Mais face à la possibilité de ne pas voir Andrew pendant les fêtes, elle finit par céder. Elle apporta quand même 3 accompagnements, au cas où je ne saurais pas bien les préparer, mais elle s'abstint de réorganiser ma table ou de critiquer ma dinde. À Noël, je pouvais enfin dire que je me sentais à nouveau bien chez moi. La caméra de sécurité était toujours installée à la porte, une précaution que je n'étais pas encore prête à abandonner, mais je ne ressentais plus le besoin de la consulter toute la journée. Andrew et moi aussi, nous guérissions. La confiance brisée au moment où il avait donné la clé à ses parents se reconstruisait, lentement mais sûrement, grâce à son respect constant de nos accords et à sa volonté de mettre notre couple en priorité. Nous avions encore des désaccords, mais nous apprenions à les affronter ensemble au lieu de nous replier chacun de notre côté. Un soir, assis sur notre canapé, celui avec mes coussins bleus que Margaret continuait de regarder avec mépris mais n'osait plus remplacer, Andrew prit ma main. « Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à comprendre, dit-il doucement. J'aurais dû être ton partenaire dès le début. » « Nous sommes partenaires maintenant, répondis-je en serrant sa main. C'est ce qui compte. Cette reconquête de mon espace m'a appris que poser des limites n'est pas égoïste, c'est essentiel pour toute relation saine. S'affirmer, parfois, signifie décevoir les autres. Mais cela permet aussi de construire des liens plus authentiques, fondés sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation ou le contrôle. Si vous avez déjà eu du mal avec des violations de vos limites familiales, souvenez-vous, vous méritez de vous sentir en sécurité et respecté chez vous. Établir des limites n'est pas toujours simple, mais cela vaut la peine.